Mettre l'homme face à l'immense n'est pas un fantasme nouveau. Les titans, Atlas, Gargantua, dinosaures revenus d'entre les morts, autant de figures iconiques et bien connues qui font passer l'homme à l'état de fourmi. Incapable de se défendre, et encore moins de battre un tel monstre. Un fantasme, une image qui parcourt la fiction et qui à l'écran acquiert une puissance bien spécifique. Ce n'est pas tant de la peur qu'une sorte d'admiration étrange, trépidante, à la vue d'une créature si grande qu'elle dépasse les gratte-ciel et frôle les nuages. L'inquiétude bien fondée, comment se débarrasser d'une chose si large et puissante, qui se mêle à une drôle de fascination. Comme si notre place en haut de la chaîne alimentaire ne demandait qu'à être bouleversée. Pourquoi l'immense ? Bonne question. Cela vient peut-être de la fascination des enfants pour les fourmis, ces petites créatures à la fois fragiles et besogneuses, que l'on pouvait tuer d'un simple pas maladroit et dont les constructions étaient si fascinantes. Cela vient peut-être de ce sentiment d'impuissance que l'on ressent en voyant une immense créature détruire les immeubles devant elle en rugissant. Un sentiment d'impuissance qui résonne avec ce que l'on a, au fond, toujours pensé. Un rien peut nous faire tomber. Cities would be terrorized by the cruel intruder from the past. Populations crazed and panicked with fear by its destructive force. Granite and steel would crumble. Soldiers and their weapons would be powerless before the onslaught of the beast. The beast. The beast. Ce sentiment, qui se retrouve dans les films d'horreur et les films catastrophes, où une menace invisible et dévastatrice se dresse face aux héros démunis, réside d'une part dans la conjonction d'un récit qui prend ses racines dans la pensée puritaine, avec une catastrophe provoquée par l'arrogance et la décadence des hommes, et d'autre part, d'un certain type de production, dans la surenchère de moyens techniques et d'effets spéciaux. Une manière comme une autre d'exorciser nos peurs et nos doutes, une catharsis coûteuse et destructrice à l'écran. Mais aussi, ça vient peut-être de notre fascination pour ce qui n'existe pas, ce qui ne peut pas exister, ce que l'on trouve dans les mythes et les légendes. Un désir de recréer des histoires disparues, de retrouver la sensation de n'être rien face à des créatures immenses dont les ravages ont des conséquences terribles sur nos civilisations. And I became fascinated as a kid, as all kids do, because I think they're bigger than us. And they were something that doesn't exist today. And I think because it doesn't exist today, and there's no immediate direct access, it becomes the thing that mythology is made of, that makes mythology so fascinating. Cette analyse prendra comme objet King Kong, Godzilla et Jurassic Park. Est-il étrange d'être déçu lorsqu'un film de monstre accorde plus de temps aux humains qu'à sa tête d'affiche ? Il est bien sûr évident que les hommes sont nécessaires à l'intrigue, à moins de vouloir faire un faux documentaire sur la vie de Godzilla et compagnie. Mais ce ne sont pas les humains qui intéressent les spectateurs. Ce sont plus les gros monstres, et ce qu'ils provoquent chez les personnages, et la manière dont le décalage de taille et de puissance se fait sentir. C'est Spielberg qui, lors du tournage de Jurassic Park, s'est rendu compte qu'il devait terminer le film par une scène de combat entre son T-Rex et ses raptors. Les spectateurs lui en auraient beaucoup voulu de se concentrer sur les humains et de ne pas apporter de conclusion visuellement satisfaisante. Et cette décision a apporté au film un de ses plans les plus iconiques. Le T-Rex victorieux rugissant alors que la banderole sur laquelle est inscrite la phrase « Lorsque les dinosaures régnaient sur la Terre » tombe lentement sur le sol. Et à l'opposé, le Godzilla de 2014 a été critiqué pour la surabondance de scènes concernant les humains et le peu d'attention accordée aux monstres cultes. Tout est une question de dosage, peut-on dire. Les petits drames humains n'ont que peu d'intérêt face au combat titanesque entre un lézard géant radioactif et un couple d'insectes gigantesques.
Quels sont les moyens utilisés par les réalisateurs et les équipes pour donner vie à des créatures imaginaires ou mortes depuis des millénaires? One of my favorite things about Godzilla is that if you look at sort of the long history of him going back to 1954, you'll see that every filmmaker has put their own stamp on the character, and that includes our movie. Le son. Les pas qui résonnent dans le silence. La lenteur d'une créature massive qui fait trembler les immeubles autour d'elle. La musique, quant à elle, doit accompagner à la perfection la créature monstrueuse, rendre compte de sa puissance et de sa taille. Le décalage avec l'environnement. Tout semble ridiculement minuscule face au gigantisme du monstre. Les jeux de lumière. Ils illuminent souvent au compte-gouttes le monstre, le baignent de rouge ou de bleu, apportent à son apparence une couche supplémentaire de mystère et d'effroi. L'attention portée aux détails, dans les yeux suspicieux du T-Rex ou les mouvements presque humains de King Kong. La caméra, presque à ras le sol, doit s'élever, suivre le regard ébahi et terrifié des pauvres protagonistes et se poser sur une nouvelle menace bien trop grande pour être véritablement contrée. L'éclairage souvent modeste force le spectateur à imaginer plus qu'il ne voit la créature, avant qu'elle n'apparaisse en pleine lumière. Il s'agit de créer un moment suspendu dans le temps, de combiner tous ces éléments pour concevoir une apparition digne du gigantisme de la bête. Le monstre doit bien choisir son moment. Trop tôt, et le spectateur sera déçu, n'aura pas assez attendu et ne sera pas impatient. Trop tard, et le film sera ennuyeux, les humains trop présents ou l'intrigue tirée par les cheveux. Le moment doit être parfait, bien construit et assez puissant pour que la bête puisse garder son aura de mystère et d'invincibilité. Le monstre doit avoir un signe distinctif, un cri, comme celui de Godzilla ou du T-Rex, ou un geste, comme celui de Kong, qui se frappe le torse de ses poings. Il y a quelque chose de touchant dans le King Kong original. À l'époque, le trucage est évident, mais inexplicable. Les mouvements saccadés du singe géant ne peuvent effacer la dextérité avec laquelle il délivre son offrande humaine, la curiosité qui transparaît de ses gestes lorsqu'il soulève innocemment le tissu qui recouvre la jeune femme. Mais cette première apparition nous semble désormais peu impressionnante. Les avancées technologiques la font paraître presque risible, provoquent une réaction amusée bien loin de celle escomptée. Peut-être sommes-nous habitués désormais à voir des monstres gigantesques envahir notre quotidien et tout détruire. Les effets spéciaux, désormais ultra réalistes, ont de fait élevé les attentes des spectateurs et enlevé l'humanité qui ressortait des premiers monstres du cinéma. Animés par des hommes, joués par des hommes ou commandés par des hommes, il y avait quelque chose d'humain dans le premier Kong et le premier Godzilla. Une humanité qui a plus ou moins disparu de leurs dernières apparitions à l'écran. Talk a little bit about the underappreciation of lack of understanding the involvement of your team in creating the look and feel and bringing everything to life, because it's so confused with this process called computer-generated animation. I think it's a misnomer to call computer animation because people think computers make it. But that's like calling a painting brushwork. You know, it is not the brush that does it. Computer is just a tool. Mais l'ordinateur reste un outil manipulé par des humains
qui doivent encore et toujours se poser la même question. Comment créer le gigantesque ? So with the new movie, it's really like taking everything that we've learned from that first film with Godzilla and now really getting to play the character to its full potential. And we looked at references of like crocodile and lizard and all sorts of like predators. And then we looked at people, right? It's like if Godzilla faces off another monster, you kind of want this moment to feel like it's a gunslinger moment, right? There's like a look, there's an attitude, he's a bit of a brawler, right? He has like that kind of like aggressive attitude that is not only purely animalistic, but that has like a human side to it. I thought it was important for the creatures to have a certain amount of human emotion. They shouldn't just be 100% animal. Motion capture is a great way to record the performance of an actor, whether it's their facial expressions or their body language or a combination of the two, and apply it to a digital character. It had to be a sort of perfect combination of human fighting to give it that little extra spark, but also something very feral and animalistic. In a lot of ways, it was like we were going back to the techniques they used from the 50s to the 70s. You're still relying on the performances of human actors to bring these 350-foot-tall creatures to life. So it was sort of the modern way of doing a man in a rubber suit. Comment créer une créature réaliste, assez terrifiante pour impressionner les spectateurs, mais assez humaine pour qu'ils puissent s'y identifier, la détester ou l'adorer, l'encourager ou la maudire selon le scénario du film. Pour reprendre les mots de Cocteau sur la parole poétique, l'effet spécial est un mensonge qui dit toujours la vérité. La parole poétique serait au langage ce que les effets spéciaux sont au cinéma, une étrangeté nécessaire qui passe par le faux pour atteindre le vrai. Le numérique se fond dans l'œuvre, facilite l'immersion, permet la création de créatures qui n'auraient jamais pu voir le jour sans la technologie. On crée une illusion qui se veut réalité. Une réalité où des monstres gigantesques côtoient les hommes au quotidien. You can see that when Godzilla bends down to look at a small cluster of human beings on the edge of a submarine, nobody move! There's a moment of recognition there. You can see that he is thinking, he's comprehending, and he's a very curious and intelligent creature. Il semble qu'il y ait une seule cause derrière toutes les formes de misère sociale, la taille excessive. La taille excessive apparaît comme le seul et unique problème imprégnant toute la création. Partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. De nombreuses analyses ont prêté attention au discours porté par les films de monstres, car comme tout bon film catastrophe, il y a quelque chose à tirer de ces scènes de destruction et de désolation, une morale sur nous. Godzilla, réveillé par les bombes nucléaires et les guerres des hommes, est lentement devenu, au fil des années et des films, le protecteur de la nature et de son équilibre. Une figure ambiguë certes destructrice, mais qui a montré au cours du temps une certaine bienveillance envers l'humanité. Senators, if we hope to survive, we must find ways to coexist with Titans, with Godzilla. A sort of symbiotic relationship, if you will. Like the lion and the mouse. Or the scorpion and the frog. So you'd want to make Godzilla our pet? No. We will be his. Kong représente un monde perdu qu'il vaut mieux laisser en paix, puisque sa brève excursion dans la ville moderne se solde par sa mort. Dans le remake de 2017, il protège la Terre de l'apparition de créatures mortelles, et le tuer reviendrait à condamner l'humanité. Dans Jurassic Park, la question soulevée par la renaissance des dinosaures, ces créatures gigantesques ayant disparu depuis si longtemps, est la suivante. Peuvent-ils coexister avec les humains ? La conclusion est à chaque fois la même. Mieux vaut les laisser en paix et rester loin d'eux, car ils ne peuvent cohabiter avec nous. Les monstres sont intimement liés à la nature et à l'écosystème,
et les sortir de leur milieu naturel est toujours une très mauvaise et sanglante idée. Ils ne sont pas à leur place dans nos sociétés. Ils sont immenses, n'ont pas évolué en harmonie avec nos constructions si fragiles face à eux. Les lumières brillantes des néons et les bruits des voitures les effraient, les rendent dangereux. Et si cet environnement bétonné ne leur plaît pas, ils sont tout à fait capables de le détruire. Ian Malcolm, le docteur sceptique de Jurassic Park, déclare Your genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a kid that's found his dad's gun. La nature contre la modernité, les bêtes d'un autre monde contre les humains. Toute la tension des films de monstres peut se résumer à qui survivra et comment. Dans Shin Godzilla, production japonaise et 29e volet de la saga Godzilla sorti en 2016, le monstre écaillé est présenté sous un aspect absolument terrifiant. Bien loin de montrer Godzilla comme le protecteur involontaire de la nature et de l'humanité, comme c'était le cas dans les 2 derniers films américains, ce Godzilla-là est un véritable cauchemar ambulant, un retour agonisant aux sources du monstre. Une mutation nucléaire dont chaque mouvement est une souffrance et dont l'existence tout entière est une erreur mettant en danger l'humanité. L'immense devient ici le signe d'un profond dysfonctionnement de nos civilisations. Tout comme les zombies du film de George Romero, Dawn of the Dead, peuvent être vus comme une métaphore d'une société consumériste et capitaliste, le monstre gigantesque est une représentation imagée de la folie destructrice des hommes, de leur arrogance vis-à-vis de la nature. Rien que le terme de monstre est un signal d'alarme. Il vient du latin monstrare, montrer, et monere, alerter. Voir apparaître un singe géant ou un T-Rex dans son jardin n'est jamais de bon augure, et signifie que quelque part, l'humanité a fait une erreur. Pour Matt Reeves, le réalisateur de Cloverfield, Godzilla est une métaphore de l'inquiétude de cette époque d'après Hiroshima, de la peur et du savoir que l'on a eu. Le monde peut être détruit. Donner à cela la forme d'un monstre géant était une façon d'explorer cette peur. This alpha predator of yours, Doctor. Do you really think he has a chance? The arrogance of man is thinking nature is in our control, and not the other way around. Let them fight. L'humain n'est rien. C'est le discours qui ressort de la plupart des films de monstres. L'humain n'est rien, et l'humanité, si elle réussit à s'unir pour vaincre la bête, compte à peine. Alors pourquoi les monstres gigantesques peuplent-ils nos histoires, nos récits et nos mythes? Pourquoi le cinéma s'est-il emparé de ces figures titanesques, les a transformées en héros populaires, a-t-il donné au public les moyens de les applaudir? Peut-être est-ce par amour de la destruction, par amour de ce frisson d'angoisse que nous ressentons, et de cette joie sauvage lorsque les monstres s'affrontent et transforment nos villes en ring de boxe. Peut-être est-ce à cause du simple fait que ces monstres n'existent pas, et que l'humanité, depuis toujours, rêve de ce qu'elle ne pourra jamais voir dans la réalité. On pourrait même dire que ce que cherche à explorer l'homme dans ses récits, c'est son propre rapport à l'immensité. Quelles options l'homme possède-t-il pour venir à bout de l'angoisse paralysante qu'il ressent devant l'ampleur de ce qui l'entoure, devant l'impossibilité de concevoir ce que ses yeux ne peuvent voir? Ce malaise existentiel donne lieu à la création d'êtres immenses qui, en un sens, nous rassurent. Ils peuplent l'abîme infini qui nous enferme et le rendent tangible, habitable, un espace que nous pourrions potentiellement conquérir si nous n'étions pas si minuscules. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? Demande Pascal dans le fragment intitulé « Disproportion de l'homme des pensées ». Le terme « disproportion » est ici entendu non pas dans le sens de mauvaise proportion ou de proportion excessive, mais plutôt comme l'absence de référence à laquelle l'homme pourrait proportionner ce qui l'entoure.
C'est un espace vertigineux qui se dresse face à l'humain. À la fois gigantesque et minuscule, l'univers est appréhendé selon une échelle subjective qui est si facile, à travers la fiction, de bouleverser. Old Godzilla was hopping around Tokyo City like a big playground when suddenly Batman burst from the shade and hit Godzilla with a bat grenade. Godzilla got pissed and began to attack, but didn't expect to be blocked by Shaq, who proceeded to open up a can of Shaq Fu when Aaron Carter came out of the blue and he started beating up Shaquille O'Neal. Then they both got flattened by the Batmobile, but before he could make it back to the Batcave, Abraham Lincoln popped out of his grave and took an AK-47 out from under his hat and blew